je vais la pailler, je vais pailler par-dessus, faire la technique de la litière accumulée comme l'intérieur de mon poulailler des poules pondeuses, sauf que là ce sera en extérieur et ça permettra, alors évidemment les volailles dedans n'auront plus d'herbe, donc il faudra que je complète avec du frais au niveau de leur alimentation. Mais elles pourront gratouiller et surtout elles seront toujours au propre, elles seront toujours au sec, elles ne seront pas dans leur fiente constamment, le fait que je repaille. Et puis ce paillage me servira ensuite, quand je le pousserai un petit peu sur le dessous, je récupérerai un très bon terreau, un très bon compost plutôt pour le potager. Donc c'est une technique qui est aussi intéressante et quand on n'a pas beaucoup d'espace, si vous ne pouvez pas, si vous n'arrivez pas à maintenir un espace enherbé pour vos poules, je vous encourage à basculer sur un autre type d'élevage, sur paille, même à l'extérieur, paille ou copeaux d'ailleurs, hein, ça peut être une litière du moment que c'est voilà, un apport carbone en fait. Hein. L'idée, c'est que ce ne soit pas de la terre nue, parce que qui dit terre nue dit en fait que les poules sont dans leur fiente constamment. Donc en termes d'hygiène, c'est quand même pas extraordinaire. Donc couvrez le sol et puis vous vous en servirez ensuite pour votre potager. Voilà. Donc pour répondre à la question de Hugues, quel espace faut-il prévoir par poule? En extérieur, si vous pouvez les laisser toujours sur une partie enherbée, c'est l'idéal. Si vous ne pouvez pas, n'hésitez pas à réduire un petit peu et à utiliser vraiment une technique de paillage même en extérieur et d'utiliser ensuite ce paillage pour le potager. Maintenant, en intérieur, quel espace faut-il prévoir par poule? Écoutez, tout dépend de ce que vous voulez en faire. Pour mes poules pondeuses, elles sont dans une cabane en bois, une cabane de jardin. C'est-à-dire que l'intérieur, elles peuvent évoluer à l'intérieur, elles peuvent se déplacer. S'il ne fait pas beau, elles peuvent y vivre, entre guillemets. Bon, il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps, mais enfin, je veux dire, voilà, je peux leur mettre de l'eau et de la nourriture à l'intérieur. À la limite, s'il faut qu'elles restent enfermées un petit peu, ça peut le faire. Donc moi, j'ai coupé ma cabane en deux. C'est une cabane de 9 mètres carrés, donc elles ont 4,50 m, 4 mètres carrés 50 pour une dizaine de poules, avec 3 perchoirs et les pondoirs. Ça, je dirais, c'est très confortable et moi je peux rentrer dedans pour nettoyer, c'est assez confortable. Pour mes bourbonnaises, j'ai un autre système, j'ai ce fameux petit poulailler en plastique. Alors le poulailler en plastique, lui, il est tout petit, il fait moins d'1 mètre carré et j'ai 4 poules, enfin 3 poules et un coq dedans. Et ça comprend les pondoirs. Autrement dit, c'est minuscule. J'ai dans l'idée que on n'est même pas peut-être dans les normes bio par exemple. Alors je les ai plus en tête, mais je sais qu'il y a des professionnels bio parmi les auditeurs, donc peut-être qu'on aura la réponse. Je ne sais plus combien de poules on peut mettre au mètre carré en intérieur dans un élevage bio. Je suis même pas sûre de respecter cette norme-là. Ceci étant, je l'assume parfaitement et ça ne me pose aucun problème parce que mes poules en fait ont un accès extérieur et sont toujours à l'extérieur, enherbées, et ça leur sert vraiment de dortoir. Jamais elles ne se mettent dedans en journée, sauf pour aller pondre, et elles ressortent aussitôt. Et en dessous, elles ont de toute façon on va dire un rez-de-chaussée qui est ouvert, mais qui est protégé sur 3 côtés, sous lequel elles peuvent se mettre s'il pleut. C'est ce qu'elles font de temps en temps. Et si vraiment ça leur posait problème de dormir dans le poulailler, j'imagine qu'elles resteraient en bas, même si moi ça ne m'arrangerait pas, hein, j'irais les déménager pour les mettre à l'abri, mais ce que je veux dire c'est qu'elles rentrent spontanément dans ce petit poulailler, donc j'en conclus qu'elles n'y sont quand même pas si mal, et surtout ce n'est qu'un dortoir en fait. Ce n'est qu'un dortoir. Maintenant c'est sûr qu'elles ne pourraient pas, je ne pourrais pas les enfermer dedans. Par exemple, ne serait-ce qu'une journée, je ne pourrais pas les enfermer une journée dedans. Alors que les poules pondeuses qui sont dans la cabane en bois, si besoin, je peux les enfermer dans leur poulailler une journée. Voilà. Donc ça, à vous de voir l'espace que vous leur prévoyez. Bernard Barbaza me dit « Mes poules sont davantage déplumées que les vôtres. Après plusieurs tentatives, poudrage des poules, pulvérisation sanitaire-peine, insecticides, murs, sols et plafonds, litière neuve, poudrage extérieur à l'endroit où elle se roule, mélange de cendres, de soufre, de sable et de terre de diatomée. Pas vraiment de repousse de plumes. Je vais recommencer, comme vous, au chalumeau et les changer de poulailler pendant quelques temps. » Alors, Bernard, très intéressant. Ce que vous soulignez, c'est que c'est vrai que c'est très difficile. On est parfois un petit peu désemparé quand on n'arrive plus à se débarrasser des poux rouges. Ceci étant, d'après ce que vous me décrivez, j'ai dans l'idée qu'il n'y a pas qu'un problème de poux rouges, en fait. Alors, si vous traitez pour les poux rouges, je suppose que vous en avez vu, je suppose que vous avez posé ce diagnostic. Donc, c'est bien de traiter contre les poux rouges. Ceci étant, pour que si vos poules sont vraiment déplumées, je ne pense pas, surtout après tout ce que vous avez fait, je ne pense pas
que ce soit uniquement dû au pouls. Il faut peut-être chercher une autre cause à ce souci. En fait, le principe des poux rouges, c'est qu'ils vont aller piquer les poules et donc sucer leur sang et les affaiblir. Et en fait, elles peuvent dépérir alors que ça ne se voit pas. Elles ne sont pas particulièrement déplumées. Alors ça peut arriver parce qu'elles se démangent, enfin ça les démange, donc elles essayent de se gratter, donc elles peuvent piquer et se retirer leurs plumes. Donc elles peuvent en partie perdre leurs plumes, mais ce n'est pas la caractéristique première d'une infestation de poux rouge. Et donc si vos poules sont vraiment déplumées, je vous encourage à chercher autre chose. Alors en fonction de la saison, ça peut être une histoire de mue, mais voilà, tout simplement. Ça peut être aussi peut-être un piquage entre poules, auquel cas il faut peut-être vérifier plutôt les conditions, est-ce qu'elles ne sont pas trop serrées, voilà, comment elles sont. Peut-être un problème d'alimentation, je ne sais pas. En tout cas, je vous encourage à chercher peut-être une autre raison que les poux rouges dans ce que vous me décrivez. Astar49 me dit « Elle ne veut toujours pas rentrer. Auriez-vous des conseils pour que cette petite cocotte ne dorme pas dehors, s'il vous plaît ?» Alors, Astar, moi j'ai essayé deux choses. La première technique pour que les poules rentrent, c'est quand on les a, la première fois, quand on les accueille chez soi, de les laisser enfermer dans le poulailler pendant quelques jours, avec de l'eau bien sûr et de la nourriture, et de façon que quand on les fait sortir ensuite, elles sachent où rentrer. Parce que ça peut être un premier souci, c'est que les poules peuvent avoir envie d'aller se coucher, mais ne savent pas où aller, elles ne savent pas où est leur dortoir. Donc la première technique, ce serait ça, c'est de les laisser enfermer quelque temps, de façon que quand elles sortent, et la première fois que vous ouvrez, dans ce cas, je vous conseille d'ouvrir en fin de journée, pour qu'elles découvrent juste le devant du poulailler, et que ce soit déjà l'heure de rentrer et qu'elles rentrent en fait. Et elles devraient ensuite retrouver. Maintenant, si ça ne fonctionne pas, parce que quelquefois on a beau les laisser enfermer quelques jours, quand on leur ouvre ensuite, il n'y a rien à faire, elles ne rentrent pas. Ou alors si vous ne pouvez pas les laisser enfermer, vous voyez, moi avec mon tout petit poulailler, je ne peux pas me permettre de les laisser enfermer comme ça plusieurs jours. Il n'y a pas 36 solutions, il faut le soir, au moment du coucher du soleil, et pas après, il faut vraiment le faire au moment où elles iraient se coucher naturellement, au moment où la lumière décline. Eh bien, il faut aller les chercher manuellement, une par une, et les rentrer une par une. Moi, ce que j'avais fait, pour d'autres poules que j'avais eues précédemment, il avait fallu que je leur apprenne en fait où c'était. Donc je les attrapais. Et comme il y avait à l'époque un petit plan incliné pour qu'elles puissent rentrer là où elles devaient dormir, je les mettais en bas du plan incliné, je les tenais toujours, sinon elles s'échappaient. Et je leur bougeais les pattes comme ça, où je les faisais sautiller en les tenant pour qu'elles comprennent où elles devaient passer pour qu'elles rentrent. Et ça plusieurs jours de suite. Généralement, de mon expérience, ça peut durer quasiment une quinzaine de jours. Une quinzaine de jours où manuellement, on prend les poules une par une et on lui montre le chemin pour qu'elles sachent où aller. Il y en a qui comprendront plus ou moins vite, mais au bout de 15 jours, elles savaient toutes le faire. Mais c'est long quand même, 15 jours. Ça peut sembler long quand on doit les rentrer une par une. Quelquefois, elles sont aussi assez vives et on a du mal à les attraper. Moi, je n'hésite pas à utiliser une grande épuisette. Mais quand je dis grande, vraiment une épuisette d'un diamètre de 50, je pense facile. Je ne l'ai pas là pour vous montrer. Si, attendez, regardez. Regardez, la super épuisette. Vous la voyez là? Ouais, donc là je pense que j'ai bien 50 sur 60 je pense à mon épuisette là, facile. Acheter, je voudrais pas vous dire de bêtises, je pense que ça doit venir de chez Decathlon. L'avantage de l'épuisette, c'est qu'il y a un grand manche, télescopique, et donc on peut les attraper en étant un petit peu loin. Voilà, donc si elles ne se laissent pas approcher, ça peut être une bonne technique. Donc l'épuisette pour les rentrer. Annelies Azenfratz, pensez-vous que le stress subi les ait condamnés à ne plus pondre? Alors, bon, il faudrait un petit peu plus de contexte. Mais disons que le stress peut effectivement stopper temporairement la ponte des poules, indéniablement. Et j'entends par stress même un simple changement d'environnement. Quand vous recevez chez vous des poules qui viennent d'ailleurs, il peut y avoir un laps de temps où la ponte va chuter. Voilà. C'est dû au changement de lieu, au changement d'alimentation, parce que généralement ça va avec. Donc ça crée un stress, et donc oui, ça peut faire chuter la ponte. Après, quand vous dites les ai condamnés à ne plus pondre, non. De mon expérience, quand il y a un choc, un stress pour la poule, ça dure un temps, et
la ponte revient. La ponte revient. Après, tout dépend de l'âge de vos poules aussi. Hein. Les poules ne pondent pas non plus jusqu'à la fin de leur jour. Et ça, c'est important à savoir. Hein. La période de ponte s'arrête bien avant la fin de vie de la poule. Donc, à vous de voir ce que vous voulez faire de vos poules quand elles ne pondent plus, mais qu'elles ne sont pas du tout encore sur le point de mourir. Mais où va-t-on? J'aime beaucoup le surnom. Mais où va-t-on? J'aime beaucoup votre énergie positive et bienveillante. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, mais où va-t-on? Donc ça, c'était surtout sur les poules pondeuses. J'ai d'autres questions sur les poulets, poulets de chair ou reproduction ou ma race bourbonnaise. Hugues me demande à quel âge les poulets mâles sont-ils abattus? Alors, effectivement, quand on élève des poussins, on a des femelles, on a des mâles. Les mâles, on ne peut pas les garder. Donc, soit on les vend, soit on les passe en poulet de chair. Alors, si on les passe en poulet de chair assez jeunes, enfin à l'âge du poulet rôti, on va dire, hein, selon les races, ça va être entre 3 et 6 mois. En fait, l'idée, c'est de les passer en poulet de chair avant qu'ils soient adultes, tant que la chair est encore tendre, en fait. Voilà. Alors, il ne faut pas que ce soit trop tôt non plus, parce que sinon, il n'y a rien à manger. Hein, Donc il faut quand même leur laisser le temps de se développer, et c'est juste au moment où ils passent à l'âge adulte ce sera le moment de les abattre et ils feront de très bons poulets de chair. Généralement, on s'en rend compte quand ils commencent à s'échauffer la voix et à essayer de chanter cocorico. Et comme justement ça tombe bien parce qu'on ne les supporte plus, quand on en a 15 dans le jardin, bah, c'est le moment de les passer en poulet de chair. Donc voilà, ça c'est un bon point de repère. Après, on peut toujours abattre des poulets, enfin des coqs adultes, mais dans ce cas, il faudra les cuisiner un petit peu différemment, le fameux coq au vin, parce que la chair sera moins tendre. Mais où va-t-on toujours? J'ai aussi rencontré une fois quelqu'un qui ne savait pas qu'il fallait nécessairement un coq pour avoir des poussins. Oui, c'est un petit peu dans le sens inverse de Doline tout à l'heure, qui ne savait pas que les poules pouvaient pondre sans qu'il y ait de mâle. À l'inverse, on peut aussi, on rencontre des personnes qui ne savent pas qu'il faut un coq pour avoir des poussins. Mais vous savez qu'en fait, ça ne me surprend pas. Ça ne m'étonne pas, je ne suis pas surprise du tout. En fait, quand on n'évolue pas dans un environnement lié à l'animal, à l'élevage et au vivant, on en oublie certaines évidences. Mais en fait, rien n'est si évident que ça, en réalité. Rien n'est si évident que ça, parce qu'on est très loin de tout ça. Dans la même veine, nombre de personnes, de citadins généralement, qui ne font pas la différence entre un bouc et un bélier, par exemple. Ils ne voient pas la différence, ils ne savent même pas qu'il y a une différence d'espèce entre les deux. Voilà, si on demande le mâle de la chèvre ou le mâle de la brebis, ils vont dire indifféremment bouc-bélier sans bien faire la différence. Et je crois qu'on est tout à fait là-dedans. De même que beaucoup de citadins ignorent que pour qu'une vache donne du lait, alors généralement on parle de la vache, mais c'est vrai en fait pour tous les mammifères, y compris les femmes, mais ignorent que pour qu'une vache donne du lait, il faut qu'elle ait eu un petit. Et donc il dit, bah, il suffit de prendre une vache et puis on la traite. Oui, mais à un moment donné, enfin voilà. Alors certes, il peut y avoir un système de lactation longue, mais en fait, le citadin ne rentre même pas dans ce genre de considération. C'est juste qu'on en oublie évidemment que pour qu'une femelle ait du lait, il faut d'abord qu'il y ait eu un petit, une reproduction. Pour qu'il y ait eu une reproduction, il faut qu'il y ait eu un mâle, etc. Donc oui, bah, écoutez, bonne remarque. Mais je crois que c'est tout l'intérêt aussi de vulgariser tout ça et d'en reparler pour avoir un retour aux sources, vraiment un retour aux fondamentaux et au vivant. Vraiment, ça me semble fondamental de reparler de tout cela. Zora Ben Lafik me dit « Je voudrais changer un coq de ces poules, que faire ?» Alors, je ne suis pas sûre de bien comprendre, mais je pense que c'est un renouvellement en fait. Effectivement, quand un coq devient trop âgé, qu'il n'est plus en mesure de féconder ses poules, il faut le changer. Alors évidemment, on ne prendra pas un des petits de la couvaison précédente pour remplacer le coq, parce que sinon on va tomber dans un problème de consanguinité. Donc dans ce cas, votre coq reproducteur qui ne fait plus son job, vous le passez en coq au vin et vous achetez un autre coq, un nouveau coq plus jeune, dans un élevage autre, de façon à apporter du sang neuf dans votre élevage. C'est ce que je vous conseille. Jean, alors je ne vais pas dire le nom de famille parce que ça fait un jeu de mots qui est assez rigolo, mais que je ne vais pas dire à l'antenne. Donc Jean me dit « Je ne suis pas tellement d'accord avec le coq au vin, j'ai des poules d'ornement qui sont comme des chiens, je ne pourrais plus manger de poulet. » Quand vous dites comme des chiens, je suppose que vous parlez donc d'un animal domestique en fait. Hein. Mais je comprends.
Je comprends et c'est vrai que c'est pas évident. Après, ma démarche, elle est très claire. L'élevage ici, chez moi, c'est à viser l'autonomie alimentaire. Donc évidemment que si à un moment donné, il faut faire passer un coq ou une poule à la cocotte, eh bien on le fait. Mais je peux comprendre qu'on s'y attache vraiment, que ça devienne un animal domestique, un animal de compagnie. Et j'aurais tendance à dire que dans ce cas, il ne faut peut-être pas forcer, tout simplement. C'est tout à fait compréhensible. Et quand je vous dis que moi, ça ne me pose pas de soucis, en fait, là encore, je modère mes propos. Moi, ça ne m'en pose pas, mais mes enfants, ça leur en pose. Et donc, je sais que, par exemple, dans mes poules pondeuses, que j'ai renouvelées il n'y a pas longtemps, on en a gardé 2 de l'ancien parquet qui ne pondent plus. Donc qui nous coûtent de l'argent, parce qu'il faut les nourrir quand même, mais derrière on n'a pas du tout de production. Mais ma fille les aime beaucoup, ce sont ces 2 petites poules, et on n'y touche pas. Et ok, voilà. C'est juste qu'il ne faut pas que ce soit la majorité des animaux de l'élevage, parce que sinon on ne s'en sort plus. Mais si ponctuellement il y a un animal auquel on tient vraiment et qu'on ne veut pas l'abattre, et encore moins le manger, écoutez, voilà, je crois qu'il faut respecter aussi ce qu'on ressent. Il n'y a pas de souci.